L'état du Parti socialiste et son avenir à quelques semaines des élections européennes, la crise des Gilets jaunes, bien sûr, le rapport avec Macron et le pays, et puis François Hollande qui fait une tournée dans les établissements scolaires pour informer ces jeunes de l'Europe, de ce que doit être l'Europe. C'est avec Michel Sapin, un des proches collaborateurs de l'ancien président de la République que nous sommes, qui était aussi ancien ministre des Finances et de l'Économie. Sapin, bonjour. Bonjour. Alors, François Hollande fait sa tournée, son Tour de France des établissements scolaires, c'est-à-dire qu'il va à la rencontre des collégiens, des lycéens, pour leur expliquer ce qu'est l'Europe, sa nécessité. Pourquoi il fait ça? C'est la mission d'un ancien président de la République. Pour les raisons que vous venez de dire, oui, je pense que ça fait partie des missions des responsables et des plus hauts responsables. C'est l'éducation civique, en fait. C'est d'ailleurs souvent dans le cadre de l'éducation civique dans ces établissements, c'est souvent à l'initiative des professeurs chargés de ces questions de... C'est à son initiative ou on est allé le chercher? Il y a eu plusieurs demandes, dont en particulier Vierzon, où il est allé hier, et donc à partir de ces demandes, il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on me demande à moi? Et au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que d'autres puissent, je ne sais pas s'il faut dire bénéficier, en tout cas, faire en sorte que j'ai une rencontre avec toi? Je le ferai volontiers, en l'occurrence, non, il le fait évidemment tout seul. J'ai eu de très bons échos à Vierzon. L'objectif, c'est pas de faire une campagne électorale, d'ailleurs, ce serait pas décent dans le cadre d'un lycée, dans un enseignement de cette nature. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est quoi l'Europe? C'est juste l'Europe de la difficulté, l'Europe de la contrainte, l'Europe de l'austérité, pour beaucoup d'entre eux disent c'est l'austérité. Ouais. Or, il faut essayer de redécrire quels sont les grands enjeux, le fonctionnement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Par exemple, il aime beaucoup, il fait un numéro assez rodé, décrire le fonctionnement des 28 ou des 27. À 28, il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il ne se passe rien. Parce que si on veut avancer à 28, il y en a toujours un pour dire non, ou pour discutailler jusqu'au fin fond de la nuit, et puis reporter à plus tard. Donc il faut une Europe qui soit une Europe beaucoup plus réactive, beaucoup plus rapide, qui s'intéresse aux vrais sujets, aux sujets qui préoccupent les gens. C'est ça qu'il leur dit. Les anciens présidents de la République, pas uniquement en France d'ailleurs, généralement quand ils sortent de chez eux, qu'ils font des conférences, et conférences rémunérées, là, il s'inscrit complètement en faux par rapport à ça. Il ne fait pas de conférences rémunérées. Si, non, il lui arrive de faire de manière, j'allais dire, artisanale, des conférences rémunérées, toujours à l'extérieur. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout cela. Là, il s'agit de répondre à un besoin, de se rendre... Le terme qui est peut-être galvaudé, mais je crois qu'il correspond bien à sa volonté. Être utile. Utile à quoi? À son pays, utile à la démocratie, utile aux jeunes qui s'interrogent sur ce qu'est l'Europe, ce que l'Europe peut devenir. Alors on sait qu'il y en a un qui est très pro-européen dans ce pays, c'est Emmanuel Macron, le président de la République. Il fait un peu le jeu à quelques semaines des élections européennes, alors qu'il y a beaucoup d'eurosceptiques quand même dans ce pays. Il fait un peu le jeu d'Emmanuel Macron, non? Cette situation politique est absolument déplorable de mon point de vue. Non pas qu'Emmanuel Macron soit pro-européen, c'est une très bonne chose, mais qu'au fond, il n'y a quasiment que Emmanuel Macron comme pro-européen. Or, c'est dans la tradition de la gauche, on l'appellera comme on voudra, social-démocrate, c'est d'être européenne, pas européenne béate, mais européenne parce qu'elle sait que pour répondre à des vraies questions qui se posent à chacun d'entre nous, y compris dans le domaine social, c'est pas en se battant dans un seul pays qu'on peut arriver à avancer, c'est en se battant au niveau européen. Et alors sur les enjeux, qui sont les enjeux de sécurité, même les enjeux de migration, ça n'est que le niveau européen qui peut permettre d'apporter des réponses. Donc moi j'ai mal, dans le contexte actuel, quand je regarde le débat politique, à me dire mais il n'y aurait qu'une seule liste européenne? Non, il faut qu'il y ait plusieurs voix pro-européenne, et la voix de François Hollande, la voix de la social-démocratie d'une manière générale, c'est une voix pro-européenne. Il faut rééquilibrer. Ce qui est valable pour toute l'Europe. Ce qui est valable pour toute l'Europe, ce sont les deux voix, d'ailleurs c'est les deux grands constructeurs de l'Europe, mais pourquoi est-ce que, parce que la social-démocratie est en réelle difficulté, il faudrait abandonner ce discours-là? Au contraire. Le Parti socialiste français, dans les sondages, c'est pas très flamboyant, ce ne sont que des sondages, donc on ne sait pas ce que ça sera dans 6 semaines, ou dans 2 mois plutôt, mais néanmoins, 5-6%, ils ont besoin d'une tête de liste. Ils la cherchent, ça pourrait pas être François Hollande? Mais non, enfin, chacun voit bien que si c'était François Hollande, votre question serait même pas de même nature. Vous me diriez, mais qu'est-ce que c'est que ce retour? Bon, non. Et François Hollande, il n'est pas dans la recherche d'une place, il n'est pas dans la recherche d'une responsabilité.
où ils discutent bien sûr avec les dirigeants du Parti socialiste dans leur diversité, ils discutent évidemment avec Olivier Faure. Mais puisque vous m'interrogez sur le Parti socialiste, le Parti socialiste, il doit être dans cette course européenne. Il doit être forcément. Il y sera. Mais il y sera. Aujourd'hui, il y est dans un débat avec les autres pour dire est-ce que tu veux bien qu'on y aille ensemble, ou dans un débat pour savoir qui va être tête de liste. C'est pas comme ça qu'on peut mener une campagne. Oui, une campagne, le temps presse, maintenant. Maintenant, le temps presse, exactement. Il faut être aussi un peu sûr de soi-même, un peu plus sûr que soi-même, même si il faut rester modeste compte tenu de la situation, mais il faut être un peu plus sûr de ses idées, de ses convictions. Moi, je crois que le moment est venu, après une période qui était nécessaire de recherche de l'union. Ouais. Et donc Olivier Faure a eu raison de chercher l'union, d'avoir le talisman de l'union dans la main. Avec Génération, avec François les Mitterrand disait la gauche socialiste doit toujours avoir le talisman de l'union dans la main. Ouais. Donc il fallait avoir le talisman. Bon, et à un moment donné, il faut arrêter. Si les autres disent non, c'est eux qui ont pris la responsabilité donc de dire non. Maintenant, il faut y aller. Il faut y aller tout seul. Maintenant, il faut y aller. Et je veux donner ma conviction. Une liste socialiste, avec d'autres bien sûr, qui ont l'habitude de travailler avec nous, sur des thèses socialistes européennes, avec une tête de liste socialiste, elle fera ses 6%, elle fera même au-delà de 6%. Le moment est venu d'avoir confiance en nous. Il faut y aller. Ça peut être M. Cazeneuve ? Non, je crois qu'il a été sollicité, comme l'a été sollicité Ségolène Royal. Là aussi, Olivier Faure a eu raison d'aller chercher des têtes de liste de personnalités connues, ou ayant déjà assumé des responsabilités. Ça serait qui votre favori à vous ? Je n'en connais rien. Madame Royal, ça aurait été bien pour vous ? Oui, j'ai dit à l'époque que ça aurait été une bonne idée. Monsieur Cazeneuve, ça aurait été bien aussi ? Je pense que ça aurait été aussi une bonne idée. L'un et l'autre, pour des raisons peut-être différentes, on considère qu'ils ne pouvaient pas. Madame Royal, après avoir fait un tour de piste méritoire, et en ayant entendu les autres dire non, ce que d'un certain point de vue, je peux respecter. Donc, que les écologistes disent non, alors que c'est toujours une élection où ils ont fait de très bons scores, je peux le comprendre. Enfin, une fois qu'ils ont dit non, maintenant, on y va. Donc, vous conseillez... donc, une des meilleures têtes de liste dans ces cas-là, c'est ceux qui ont en responsabilité Olivier Faure. Donc Olivier Faure. D'accord. Allons-y. Donc vous lui conseillez, vous lui avez dit à Olivier Faure, allez, il faut y aller maintenant. Mais il connaît mon opinion, mais ce n'est pas mon opinion qui compte en l'occurrence. C'est bien d'avoir cherché des têtes de liste un peu connues, ayant des responsabilités. C'est bien d'avoir recherché l'union. Aujourd'hui, c'est le moment d'y aller sur nos bases élargies, sur des bases qui sont ouvertes aux autres, mais sur nos bases, en étant fiers de ce qui a été fait, et lucide aussi sur les causes de notre échec. Je vous assure qu'il y a tellement d'électeurs qui attendent ça. Il y a tellement de gens là qui sont orphelins, qui se disent mais alors, pour qui je vais voter, et qui éventuellement aujourd'hui dans les sondages disent bon, puisque c'est ça, il n'y a qu'une seule liste qui soit européenne, moi je suis européen, donc je vais voter pour la liste Macron. Ben non, il faut offrir d'autres possibilités que simplement voter pour la liste Macron. Ça vous a fait mal de voir Olivier Faure faire une espèce d'inventaire des années François Hollande ? L'inventaire, non, je pense que l'inventaire est absolument nécessaire. Je vous rappellerai d'ailleurs que le terme d'inventaire... Il était dur à d'inventaire... cette occasion. Oui, mais le terme d'inventaire, c'est un terme qui a été utilisé par Jospin et par François Hollande à propos de Jospin. Donc Jospin à propos de François Mitterrand et François Hollande à propos de Lionel Jospin. Donc l'inventaire, c'est indispensable. Indispensable. Après, il faut faire attention dans les mots qu'on utilise. Si je regarde attentivement, j'ai lu attentivement ce qu'a dit Olivier Faure. Il y a 3 pages ou 4 pages sur tout ce qui a été bien. Et puis ensuite, il y a une page qu'il appelle les trahisons. Eh bien non. On ne dit pas les trahisons. Le mot on ne dit pas les trahisons. D'accord. La trahison, c'est le mot qui est utilisé par ceux qui, depuis le congrès de Tours, parlent des social-traîtres. Mais non, on n'est pas des sociotraîtres. D'accord. Air France KLM, c'est un peu le dossier Air France KLM avec les Néerlandais qui sont montés au capital, encore cette nuit d'ailleurs, dans le dos, on va dire, des Français. C'est quoi ? C'est la preuve que l'Europe va mal quand même ? Qu'elle n'arrive pas à se faire ? Alors, c'est un exemple, j'allais dire, de plus des difficultés. Une illustration des difficultés, en l'occurrence, des gouvernements. Puisque ce n'est pas une création européenne, on n'est pas dans une compétence européenne. Mais malgré tout, quand on est dans l'Union européenne, qu'on est les pays fondateurs, je rappelle que le Benelux, évidemment, dans le Benelux, il y a les Néerlandais, sont les pays fondateurs. Se faire des coups comme cela entre nous, il y a quelque chose d'extrêmement choquant. On paye notre arrogance peut-être dans le management. Je vous dirai un mot là-dessus. On dit souvent c'est inamical. Enfin, inamical, comme vous le savez, c'est le mot diplomatique pour dire agressif. C'est vraiment guerrier, quoi. C'est la traduction d'un très grand manque de confiance. Alors, il faut s'interroger, pourquoi il y a ce manque de confiance de la part des Néerlandais vis-à-vis des Français ? Il y a des vieilles affaires. Moi, j'ai connu ça. J'en parlais avec le ministre des Finances, de l'économie et des Finances de l'époque. Il m'interrogeait tout le temps sur KLM et Air France. Très important pour eux, KLM. Au fond, c'est
c'est la C'est seule... un des fleurons. Oui, mais c'est la seule chose visible à l'extérieur. De l'économie néerlandaise. Demandez quels sont Shell. les... Shell. Il y a Shell, mais en fait, Shell, ça apporte un nom qui est un nom anglais, donc les gens pensent que c'est anglais. Bon, donc ça, KLM, tout le monde voit bien que c'était vraiment un fleuron. En plus, vous savez, c'est un hub qui est très important. Oui, c'est le troisième hub européen. Très important. Donc c'est normal qu'ils soient très intéressés. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont cette attitude agressive? Pourquoi ne pas l'avoir fait par le dialogue, même avec un rapport de force, mais entre amis? Pourquoi cette attitude agressive? D'abord, il y a, je pense, une responsabilité néerlandaise. Comme vous le savez, le nationalisme est parfois très fort, et donc, de temps en temps, il y a une facilité à dire, regardez, gros bras, bon. Mais je pense qu'il faut aussi faire attention quand on est français et quand on se sent plus important que les autres. On est plus important. On peut être arrogant. On peut être arrogant. Et l'arrogance, elle est toujours porteuse et payée à un moment donné, même que ce soit au niveau aussi. international, que ce soit au niveau national, que ce soit dans le débat politique comme dans le débat économique. Comment on sort de la crise des Gilets jaunes, Michel Sapin? Je crois qu'on est en train d'en sortir. Attendez, il prépare l'acte 16, je vous rappelle. Mais on est en train d'en sortir, mais par une forme d'épuisement. Sortir d'une crise par l'épuisement, c'est une très mauvaise manière de sortir de la crise. Il y a le débat à côté quand même. Il y a le grand débat qui est plutôt une bonne manière de gérer. Vous y avez participé, vous, personnellement? Non, mais bon, vous me demanderez mon opinion, je la donnerai. Je pense que, d'ailleurs, je la donne. C'est pas à moi vraiment de l'exprimer. Je peux me dire ce que je proposerais, qui n'est pas forcément ce que, d'ailleurs, le gouvernement a fait jusqu'à présent sur un certain nombre de points. Donc le débat, c'est une bonne manière de sortir. Quand on est dans la confrontation, l'affrontement, c'est le dialogue qui peut permettre d'en sortir. Mais enfin, on ne juge pas la sortie du débat, la sortie du conflit, uniquement par l'organisation d'un débat. C'est qu'est-ce qui va être décidé, qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence à la fin. Il y a un acte politique, certainement, par des décisions politiques. Si vous voulez dire acte politique, est-ce qu'il y a un référendum, une dissolution, etc. Bon, ça, c'est au président de la République d'y penser. Tout cela est assez dangereux, donc je ne veux pas le conseiller, mais tout ça me paraît assez dangereux. Ministériel. Bon, ça fait partie des armes habituelles, et il y aura forcément un remaniement dans les semaines qui viennent. Mais ce n'est pas une réponse aux Gilets jaunes, ça, le remaniement. Ah bon, ce sont des décisions à caractère économique, principalement. Économique, certainement, social, peut-être aussi institutionnel, mais certainement pas des décisions uniquement institutionnelles. On ne répond pas à cette crise, où il y a aussi une crise de la démocratie et de la représentation, uniquement par des réponses institutionnelles. Comment vous expliquez qu'il y a cette crise, et puis finalement, on regarde un peu les courbes de ce réflexe de journaliste, mais on regarde les courbes de sondage, et on voit que le président de la République, il est plutôt en train de remonter en termes de popularité. Moi, je pense que ça sort. D'abord, il a chuté très brutalement, très violemment. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette affaire, c'était au fond le petit nombre de gilets jaunes qui manifestaient par rapport à d'autres manifestations, mais le soutien considérable dans les sondages d'opinion de la part de l'opinion. Donc vous étiez à 2/3. Ça, c'est un moment très, très crucial. Et ça va rester dans les esprits. Les gens... Sauf que l'opinion s'est retournée, là. Oui, elle ne se retourne pas sur... La violence. Elle se retourne sur la violence. Elle dit, ça suffit maintenant. Voilà. Bon, vous avez eu raison. Les sujets que vous mettez sur la table, c'est les bons sujets. Vous avez obtenu 11 milliards. Et vous savez que personne âgée qui a vu sa CSG annulée, son augmentation de CSG annulée, elle trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait eu les Gilets jaunes. Enfin, elle trouve que maintenant, ça commence à bien faire. Donc c'est ça qui se traduit aujourd'hui. Il y a une lassitude, parfois même une colère, par rapport à un mouvement qui aurait, du point de vue de beaucoup, trop duré. Et ça profite à ceux qui sont en place. Alors c'est étonnant, vous avez vu dans le sondage, le baromètre de Figaro qui sort cette semaine-là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il regagne il reprend du poil de la bête chez les écologistes, notamment. Oui, c'est un petit peu partout, on va dire écologistes, socialistes, sur les électeurs qui peut-être ont voté pour lui dès le premier tour la dernière fois, qui sont mécontents d'un certain nombre de décisions, mais je crois qu'ils ont envie aujourd'hui qu'on retrouve un peu de sérénité. Voilà. Moi, je pense que c'est nécessaire, c'est une bonne chose. On me dirait, moi, qu'est-ce que vous voulez? Je pense qu'il faut retrouver de la sérénité, mais aller jusqu'au bout. Il ne faut pas en profiter pour faire le mauvais coup qui consisterait à dire finalement je tourne la page et je recommence comme j'avais commencé. C'est possible ça? Vous le connaissez? Je vois des tentations de temps en temps pour dire mais je lâche rien, quoi. J'ai entendu dire non, je lâche rien. D'accord. Il faut lâcher un peu. Michel Sapin est avec nous ce matin et on continue avec vos questions, chers internautes, et Julie Coulon-Profisi qui vient les poser pour vous. Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Michel Sapin. Bonjour. Alors ça commente énormément sur le chat du Figaro et de Facebook. On va commencer avec une petite actualité. Aurélien Taché, donc député La République En Marche, a estimé aujourd'hui que le syndicalisme obligatoire pourrait être une piste pour répondre au mouvement des Gilets jaunes. Vieux serpent de mer. Oui. À ce titre, Tizef commente, c'est à croire que nos élus ne comprennent rien
les vrais gilets jaunes ne veulent ni parti ni syndicat. Alors, vous penchez plutôt du côté de l'avis de l'internaute ou de Aurélien Taché? Bon, l'internaute a raison, je pense que ce n'est pas la revendication des Gilets jaunes que de rendre obligatoire l'adhésion à un syndicat. Donc la réponse paraît d'elle-même. Après, si on essaie de réfléchir ce qu'il y a derrière cette intervention un peu musclée de M. Taché, nous avons besoin d'un syndicalisme beaucoup plus fort en France. Alors pour qu'il soit plus fort, il faut qu'il soit un peu plus considéré, un peu plus respecté qu'il ne l'est aujourd'hui. Moi, j'avais essayé pendant 2 ans, 2 ans et demi, de faire en sorte qu'on construise, je ne dis pas reconstruise, qu'on construise un dialogue social en France solide, où les partenaires sociaux peuvent passer des compromis, passer des accords, et où on respecte ces accords. Après, on les fait passer dans la loi, parce qu'il faut de la loi ou dans les décrets. Là, je vois bien une autre manière de faire, en particulier sur l'assurance chômage. Ça a été déplorable. Je condamne vraiment la manière de faire du gouvernement. Oui, je la condamne, parce que c'était... Même si c'est toujours l'État qui paye à la fin. Paye, c'est nous qui payons. Hein, oui, enfin, mais c'est l'État qui garantit, en particulier qui garantit la dette. Et comme il y a une dette très forte, si l'État n'est pas là, c'est un peu compliqué de donc ce dialogue, en fait, il est un peu... Oui, mais le dialogue social en France, il est à 3. Ouais. Alors que l'État soit sous le lit ou derrière la porte, je ne sais pas, mais il est le garant et tout le monde se tourne vers lui pour que ça fonctionne. Mais il faut laisser ce dialogue. Or, ce qui rend difficile le dialogue, c'est que les syndicats sont faibles. Même si la CFDT se renforce, ce qui est une bonne chose, parce que c'est un syndicat justement du dialogue et du compromis, ils sont faibles. Alors comment peut-on faire ? Rendre obligatoire, je pense que ce serait un peu contradictoire. Et rendre obligatoire, par exemple, en faisant que les syndicats s'occupent de certaines fonctions sociales pour les salariés. Il y a des manières de faire qui consistent à faire un peu comme dans les pays scandinaves. Ceux qui adhèrent à un syndicat ont un avantage, d'une manière ou d'une autre. Dans certains pays, le résultat d'une négociation n'est profitable qu'à ceux qui sont membres des syndicats signataires. Je ne demande pas qu'on aille jusque-là, mais je pense que oui, il y a des choses à faire pour rendre le syndicalisme vivant, fort, puissant. Mais la première chose à faire, c'est de les respecter. Et pas faire comme on vient de faire, leur donner comme ça des claques qui sont inutiles. À propos de négociations sur l'assurance chômage. Julie. Alors, autre question, autre sujet, c'est Farouk, donc il y a un habitué du talk, qui demande sur Facebook quelles mesures peut-on prendre contre l'exil fiscal ? L'exil fiscal. Contre l'exil, c'est pareil, ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, des choses ont été faites quand même. L'exil, c'est une chose. J'essaie de faire la part des choses. Il y a la fraude. Là, ça, c'est l'évasion. C'est l'évasion, c'est la fraude. Ça, on a fait beaucoup de choses. Il y a quelques condamnations récentes. Ça s'est tari, à votre avis ? Il y a toujours des voleurs, il y a toujours des gens qui veulent échapper au fisc, mais les grosses manipulations sont quand même beaucoup plus difficiles. Il y a en plus une coopération internationale, c'est plus possible d'avoir un compte en Suisse aujourd'hui sans que ce soit connu du fisc français. C'est moi qui ai signé la convention internationale sur ce sujet. L'exil, c'est autre chose, oui. L'exil, c'est quelqu'un qui choisit d'aller s'installer ailleurs, et puis il n'est pas citoyen, mais enfin, il est résident ailleurs, et il le fait principalement pour des raisons fiscales. Ça, c'est très difficile de lutter contre cela. Quel est le meilleur moyen de lutter contre les impôts. Alors, il consiste à baisser les impôts, mais il suffit que tout le monde se dise la même chose, et à la fin, vous avez des impôts zéro dans tous les pays. Or, chacun voit bien qu'il y a aussi besoin de contributions, que cette contribution soit juste, qu'elle soit aussi en fonction de la richesse de chacun, et donc que celui qui est plus riche paye plus que celui qui est pauvre. C'est quand même la moindre des choses. Non, c'est la coopération européenne. C'est une harmonisation européenne. On n'y arrive pas non plus. On progresse, on avance dans ce domaine. Sur quel sujet ? Sur les sujets économiques, je pense en particulier s'agissant de l'IS. Je prends un exemple. L'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés. Il y a aujourd'hui une recherche d'harmonisation de la base, qu'on impose la même chose partout. Parce que, parfois on impose ceci, on n'impose pas cela. Mais la coopération, la coordination dans les taux d'impôt, elle a commencé avec nous. C'est moi qui ai proposé qu'il y ait progressivement une baisse du taux qui était même au-delà de 33% pour arriver à peu près au niveau de, on va dire, la zone euro qui était aux alentours de 28. Le gouvernement propose d'aller jusqu'à 25. C'est une poursuite de ce que nous avions fait qui va dans une chose. Donc on peut le faire par harmonisation. Il faut faire attention que les autres ne baissent pas au même moment parce que sinon c'est sans fin. Michel Sapin. Alors ensuite pour les particuliers. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas tellement que quelqu'un veuille aller ailleurs pour payer moins d'impôts, c'est que quand il est dans la difficulté, il revienne chez nous parce qu'il a une meilleure protection sociale. Dès que quelqu'un qui est installé en Belgique ou ailleurs est vraiment malade, il vient ici. Et, regardez, il y en a même qui viennent mourir chez nous. Est-ce que ça, c'est normal ? Autre question ? Alors, donc c'est Lina qui demande sur Facebook toujours la dernière étude allemande qui révèle donc la France est la grande perdante de l'euro.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut préciser, parce que c'est une étude faite par un think tank très libéral, avec des critères qui sont contestés par beaucoup d'économistes. En gros, on est les grands perdants avec les Italiens, et les Néerlandais et les Allemands sont les grands gagnants. Oui, alors ça c'est une vision très très ancienne des choses. C'est les visions d'avant l'euro et c'est plutôt la vision allemande de ceux qui étaient opposés à l'euro. Donc moi j'ai connu ça puisque j'étais là ministre des Finances au moment où de Maastricht et de la création de la monnaie unique. C'est l'Allemagne et le Nord qui donnent de la stabilité. Mais enfin un euro sans la France, je ne sais pas très bien ce que ça voudrait dire. Ça serait un marque un peu étendu. Non, je ne le crois pas du tout. Je pense que c'est une erreur de méthodologie. Je dirais que c'est plutôt que je conteste totalement. Et je demande à chacun d'essayer de regarder ce que serait devenue la France dans le tourbillon que nous avons connu à partir de 2008-2009 si nous n'avions pas eu l'euro pour nous protéger. Je leur demande de se poser la question de savoir combien ils paieraient pour acheter leur appartement ou leur maison. Je demande aux entreprises de se poser la question de savoir à combien ils emprunteraient aujourd'hui s'ils n'étaient pas dans l'euro. Donc l'euro nous a apporté énormément et en particulier nous a permis de traverser dans la difficulté, mais sans drame absolu, des crises qui sinon nous auraient emportés. Il faut dire en plus que la France, avant, dévaluait souvent. Et c'est souvent les tenants de la dévaluation, c'est-à-dire que le marque il reste comme ça, puis ensuite ils disent vous n'avez qu'à dévaluer, et on viendra vous acheter ensuite vos appartements, vos entreprises, éventuellement vos îles, quand il s'agissait de la Grèce. Alors, dernière question. Donc une question du commentaire. Sur le chat du Figaro, qui vous demande, Valérie Pécresse déclare que la situation catastrophique des banlieues est due au PS. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça doit être un peu simpliste, non? Ça doit être un peu simpliste. Interview au Figaro récemment. La situation était explosive. Oui, qu'elle soit difficile, elle l'est, pas d'aujourd'hui. Qu'elle le soit aujourd'hui, parce qu'en plus, ce n'est pas les banlieues qui ont manifesté leur mécontentement au travers des Gilets jaunes. Au contraire, ils ont sorti un peu exclus de cela. Donc il y a des difficultés, ça c'est vrai. Qu'elle soit due à un seul parti, c'est une vision qui n'est même pas digne du Figaro. On ne devrait pas dire. On y est pour rien. Je sais bien. Voilà. Dans le Figaro, on ne devrait pas exprimer une opinion aussi simpliste. Michel Sapin, merci pour vos réponses à toutes nos questions, y compris à vous autres internautes qu'on attend demain avec Julie Coulon-Profisi qui s'est fait votre interlocutrice ce matin. À demain.